Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo d'analyse complète du chapitre 1057 qui vient fermer le rideau, qui vient clore cet arc autour de Wano Kuni que nous suivons depuis belle lurette. Une bouffée d'air frais, une fin sur une note de shamisen et de tradition japonaise, l'aventure reprend son cours au-delà des frontières fermées du pays de Wa, en direction de ce monde extérieur, en proie au chaos comme nous le rappelle Aramaki lors de son passage. Je tiens au passage à m'excuser pour le montage de ma vidéo d'analyse des spoilers du chapitre 1057. Je mangeais un kebab d'une main, je montais les pistes audio de l'autre. Je pense qu'il y a des lamelles de kebab qui sont engouffrées dans le montage. Terrible désillusion. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour un débriefing corsé. C'est parti. En ouverture de chapitre, nous avons un plan rapproché sur César Claude, qui semble actif et laisse parler son Logia, trop souvent oublié. Furtif, indétectable selon l'utilisation et nocif pour l'homme, ce serait un gaz toxique qui serait employé par le scientifique pour aider le Germa 66 qui fait face à un Katakuri qui met en PLS un Ichiji potentiellement, qui reprend un peu la pose d'Aramaki lors du chapitre 1055. Victoire du Germa Double Six, alliance entre le clown César et Jaji, on assiste peut-être là à un sacré tournant dans l'ombre, et il faudra y prêter attention lors de l'arc final. Et les amis, j'en viens maintenant au point du chapitre qui m'a fait lever de mon siège, littéralement. Alors là, c'est un coup de gueule que je vais garder, un petit sang-froid, etc. Je suis désolé pour le chapitre dont la réalisation et le dessin sont magnifiques, cette poésie, ces fleurs de cerisier, cette mise en scène théâtrale que Oda nous tisse depuis le début de l'arc de Wa, pour agrémenter la fin d'une tyrannie de 20 longues années, il faut pas l'oublier, et j'en prends compte, Mais en 20 ans, comment est-ce que tu peux conclure une histoire aussi dense en haine, en ressentiment envers le clan Kurozumi et entre ces deux clans comme ça? Eiichiro Oda a tranché, et c'est finalement en tant que charbon noir, traduction littérale du clan Kurozumi, que Orochi a péri, maudissant jusqu'à la fin des temps le clan Kozuki et Wano Kuni. Les habitants avalent de nouveau la pilule pro-Oden, pro-Kozuki, pro-Fourreau Rouge, mais ne se posent aucune question sur le pourquoi de cette issue qui leur a coûté la liberté. Il faut le rappeler, le clan Kurozumi a été un clan qui n'a pas hésité à empoisonner ses rivaux pour prendre le pouvoir, sans succès dans l'histoire, jusqu'à l'apparition de Orochi. Mais qui a fait de Orochi ce monstre à 8 têtes qu'il a été pendant toute cette histoire? Moi je vais vous le dire, c'est la continuité d'une haine qui aurait pu être apaisée envers les descendants de ce clan maudit. Kanjuro est une victime, tout comme Orochi, et leurs esprits ont sombré devant une rancœur tenace qui nous rappelle celle de Naruto dans l'œuvre de Masashi Kishimoto, haï et rejeté par les habitants du village à cause de Kyuubi, le démon renard à 9 queues, lui-même manipulé, je spoile pas, bref. Pour moi, c'est extrêmement dommage de reproduire les erreurs du passé, et c'est une faiblesse d'écriture qui pourrait mener à un éventuel arc 4 et 5 de Wano Kuni, soit de manière off, donc hors champ, soit plus tard, lorsque le moment de libérer Pluton sera venu par exemple. Il faut aussi compter sur l'auteur pour démystifier certains points d'ombre qui subsistent malgré cette fin d'arc. Mention spéciale à Iori. Bien joué du shamisen et sourire devant la mort d'une crapule, c'est bien, mais l'arc 4 pourrait s'ouvrir sur un nourrisson Kurozumi qui est jeté dans un bouillon comme Oden que ça me choquerait même pas. Le développement de ce personnage reste curieux, incomplet, à la limite de l'ingratitude, j'arrive pas à détailler ces émotions qui me... J'ai lu le chapitre, je me suis senti pas bien, tu vois. Parce que t'as le clan Kurozumi, bon ok c'est des connards, mais est-ce qu'ils méritent ce qui leur arrive? Est-ce que Orochi, qui a été terrorisé pendant son enfance à l'image de Naruto, enfin, il y a des questions, il y a des choses à remettre en place, et c'est clairement pas fait ici. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est un manque de temps, un manque d'écriture? C'est un peu dommage, il y a un peu de richesse d'écriture, de poésie qui est perdue ici. Voilà, donc le développement reste curieux, incomplet, contrairement à celui de Momo, puisque Momo est beaucoup plus développé sur ce point-là, en termes de personnalité, d'ambition, de rêve. J'ai hâte de voir s'il y a une éventuelle suite pourra y remédier. C'est officiel, Yamato reste sur Wano Kuni pour en faire le tour avant de se décider à prendre le large un jour. Beaucoup critiquent cette décision, remettent en cause les fondements de sa décision, et vont même jusqu'à remettre en cause l'écriture de Oda concernant Yamato.
Moi, je vais essayer de défendre le parti pris de Oda. D'abord, il faut prendre en considération l'enfance de Yamato. Le personnage n'a jamais vraiment connu de liberté, si ce n'est un bref instant auprès d'Ace, et en ce moment, en même temps de la libération de Wa par l'alliance pirate, Minx et Samouraï. Une enfance tourmentée, des moments même où on a pu la voir prisonnière en compagnie de Shimotsuki Ushimaru et ses compagnons, le Born qui ressemble étrangement à Zoro, apprend à la petite fille les valeurs et le code du samouraï avant de se libérer et de partir lame en main, affronter certainement Kaido qui les aura donc tués sans aucun doute. Enchaîné au sens littéral du terme, Yamato passa sa vie à la merci de l'équipage aux 100 bêtes, et pour tenir émotionnellement le coup, pour subir, pour encaisser, portera le masque du défunt Oden Kozuki. Un homme qui a souri face à la mort, un homme qui a tenu tête à l'abominable Kaido. Pour la jeune Yamato, Oden était un modèle, et le seul point d'attache qu'elle pouvait gripper fermement au milieu des ténèbres qui l'enveloppaient. Il y a une différence fondamentale, je tiens à vous le dire, entre explorer un pays en tant que prisonnière portant un fardeau super lourd depuis la naissance et explorer un pays de Wa qui est libéré au passage de ses chaînes après 20 ans d'emprisonnement. Yamato à la manière de Luffy, qui enfant explorait le mont Corvo, Grey Terminal en compagnie d'Ace et de Sabo découvrait le monde avant de se jeter en mer, rattrape ce temps perdu pour se construire elle-même, pour s'affirmer en tant que personne avant de prendre le large. Et je tiens juste à conclure sur un petit point les amis, la puissance est un atout fondamental dans One Piece, mais la personnalité ne s'achète pas, ne se trouve pas sous une boîte ou dans un livre, il faut vivre par soi-même pour se forger ses souvenirs, pour se forger ses émotions et ses opinions, pour partir de Wa au plus haut niveau et avec un regard neuf, déterminé. Maintenant, rejoindra-t-elle les Mugiwara comme Jinbei? Regroupera-t-elle l'armée de Kaido sous ses ordres pour permettre à Wano de devenir monstrueux en vue de la libération de Pluton qu'il faudra bien peupler avec une armée? Entraînera-t-elle Momo qui a encore tant à apprendre en si peu de temps? Tous les voyants pour moi sont dans le vert et j'ai bon espoir sur ces points-là. Je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires, les amis, n'hésitez pas. J'ai pas honte d'utiliser le terme mignon dans mon titre. Encore une fois, ça fera polémique entre ceux qui voient Momonosuke comme un daimyo en oubliant l'enfant qui subsiste dans ce corps gargantuesque, mais moi j'ai beaucoup aimé cette finalité après 10 ans de voyage depuis Punk Hazard. Luffy dit à Momo qu'il le considère comme son petit frère et lui offre son drapeau, la meilleure symbolique et le meilleur cadeau d'un Luffy libre envers Momo, envers un pays d'Oie qui voit enfin la lumière au bout du tunnel. Je n'ai aucun doute là-dessus. Entre l'arbre anti-Pluton, Momo, Yamato et la potentielle armée composée des samouraïs et des rescapés des 100 bêtes, l'arc final leur donnera des lettres de noblesse, j'en suis certain à 100%. Ici, j'aborde un point qui me déchire en tant que fan inconditionnel de Zoro, et ça me fait mal de l'admettre, mais bordel, on reste totalement sur notre fin. Zoro est dépeint par Yogoro et Kawamatsu comme la réplique exacte de Ushimaru Shimotsuki, et vont jusqu'à pousser le trait en comparant Zoro à Yuma d'une manière intentionnelle, ça j'en suis certain. Ce qui nous fait super plaisir, depuis le temps qu'on attendait ça, depuis l'affrontement entre le zombie Ryuma et Zoro, mais ça se tient là. Onimaru devait reconnaître un tant soit peu le visage de son ancien maître, mais il n'en est rien, et on se contentera d'un Zoro qui a pris son gros power-up, malgré des promesses qui restent en suspens, et moi je vais vous les énumérer. Zoro ira-t-il visiter la tombe de Ryuma comme annoncé? À ce moment-là, un parallélisme clair pourra être fait si le Born reste en contact avec des personnes capables de nous en apprendre davantage. L'histoire de son arrivée? Est-il simplement un orphelin dont les efforts et le travail lui permettent comme Rock Lee dans Naruto de se faire une place dans l'œuvre, à contrario de Sanji, dont le développement tourne pas mal autour de sa famille récemment? Beaucoup de questions, peu de réponses, 3 années avant la fin de One Piece, supposément dit, qui vivra verra comme on dit. Et j'ai envie de dire, le départ vers la grande inconnue. Le monde est sans dessus dessous en ce moment. La marine de gérer la Cross Guild qui retourne les pirates, les chasseurs de primes et éventuellement les civils contre eux, ce qui leur donne un travail monstre. Barbe Noire semble se bouger et va probablement se mettre en action sous peu de temps. Est-ce que les informations de Caribou sur Pluton ou sur Poséidon vont mettre en place... 1, 2, 3. Vont mettre en place les rouages d'un plan dont il a le secret?
Aucune information permet de le dire, clairement. Pour le moment, je veux voir Usopp briller à contrario d'un long arc dans lequel il n'a clairement pas su trouver ses marques. Atteindre Elbaf lui permettrait un peu d'approfondir le personnage, de trouver ses marques, de réaliser son rêve, de devenir le combattant des mers qu'il espérait tant. Le scénario part dans 8 directions minimum, et Oda a de quoi écrire, croyez-moi les gars, on n'est pas au bout de nos surprises, mais j'attends tout ça avec impatience. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie les gars enfin les amis plutôt pour tout. Je vois le nombre d'abonnés augmenter petit à petit, je vois les commentaires qui apparaissent sous les vidéos, et pour moi c'est mon plus grand plaisir que de répondre à chacun d'entre vous sans manquer un seul commentaire. D'ailleurs qu'il soit positif, négatif, qu'il y ait de l'argumentation, j'hésiterai pas à répondre à tous les gars. Je suis solide d'esprit, bon, mes vidéos c'est pas le top du top, mais j'essaye de m'améliorer, donc n'hésitez pas à me faire part de vos conseils éventuels, j'en prendrai note. Merci pour votre soutien en tout cas. Dernier mot pour les valeureux qui me suivent jusqu'ici. Je vais prochainement sortir un format de vidéo un peu atypique qui traitera de l'œuvre de Naruto que j'affectionne particulièrement, mais je vais en parler d'une manière pédagogique, philosophique, autour des personnages en eux-mêmes. Alors manquez pas tout ça, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut les gars.